Yellow Sea Podcast, le podcast le plus diversifié en l'entrepreneuriat et des affaires au Québec. Et on parle en français en plus. Aujourd'hui, mes amis, je vais vous présenter quelqu'un que quand j'ai rencontré cette personne-là, j'ai été ébloui par ton histoire. On va rentrer, entre autres, en fiscalité. Puis ça, c'est comme la faiblesse des entrepreneurs, ce que je dirais. Moi aussi, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir apprendre de qu'est-ce qu'on va jaser aujourd'hui. Fait que je vous emmène un avocat en fiscalité et je vous présente le bâtonnier du Québec, Extra Laguerre. Ben, écoute, c'est le bâtonnier de Montréal. Bâtonnier de Montréal. Okay. J'espère que je t'ai ébloui comment, dans le fond, tu t'es ébloui? Ben, c'est une bonne question parce que, je t'ai rencontré puis je trouve que tu as vraiment, tu as une belle histoire à raconter de quelqu'un qui vient vraiment de la diversité, vraiment qu'on vient des îles, puis on arrive ici, puis nos parents ont tous ce désir-là que quand j'ai emménagé, quand j'ai immigré à ce nouveau pays-là, je veux faire tous les sacrifices possibles pour pouvoir amener le meilleur à mes enfants. Puis je pense que la fierté de nos parents, c'est voir que mes enfants ont vraiment réussi à un niveau que je ne m'attendais même pas. Je m'attendais à un certain niveau, mais tu es allé encore plus loin de ce que j'ai fait. Puis je pense que le parent se sent comme chapeau. Je comprends ce que tu veux dire. Je pensais que c'était mon linge, je t'avais ébloui, mais bon. OK. Ben, bonjour, merci beaucoup de Rinaldo de me recevoir, ça fait beaucoup plaisir. Puis moi aussi, quand je suis rencontré la première fois, puis je me dis, mais ces gars-là, ils ont l'air intéressants. C'est le bon de garder contact avec eux. Je pense que c'est moi qui t'ai contacté en plus. Hein? Je pense regarde, Stéphane me dit, Stéphane, justement, je vais donner un gros shout-out à Stéphane Dion de chez Distillerie de Montréal, Rosemont. Boum, exactement. C'est grâce à lui aussi qu'on est en contact. Parce qu'il me dit comme, hey, Rinaldo, il faudrait que tu ailles rencontrer mon ami Extra. C'est le bâtonnier de Montréal. Je suis comme, OK, intéressant. Fait que, tu sais, c'est une introduction. Puis, à ce moment, au moment que j'ai vu que tu étais présenté, je suis comme, OK, j'allais jaser. Puis, j'ai senti que même dès qu'on a commencé à se parler, il y a eu un bon clic, une bonne chimie vraiment de personnalité. Puis, comme encore là, tu me racontes un peu ton histoire. Je suis comme, intéressant. Ben, écoute, je suis content de voir que ça a cliqué dans le fond, c'est le fun dans ça. C'est ça. C'est comme, je dois dire encore, j'en mettre un petit peu plus de sauce sur ton nom, mais c'est comme l'histoire du underdog. On veut tous qu'un underdog gagne. Ouais, c'est le fun. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Puis, raison. C'est toi, mais sinon, entre autres, tu es un avocat en fiscalité depuis combien de temps? Écoute, j'étais admis au barreau en 2007. Fait que là, je n'ai pas trahir mon âge, là. Ça fait un petit bout, là. Écoute, 2007, ça fait combien d'années? 15 ans. Ah, c'est pas 15 ans, effectivement. OK. C'est bon, merci, ça. Puis, est-ce que c'est ça que tu voulais faire dès le début quand tu as commencé ou c'est comme... Absolument pas. Écoute, ça part de loin. Je peux-tu parler un peu de mon histoire? Comme parlons de ton... Ouais, exactement. Je pense que ça va bien permettre de comprendre vraiment... Bon, écoute, pour être avec toi, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je pensais même pas être avocat dans ma vie, encore moins être fiscaliste, tu sais, imagine. Moi, je suis né en Haïti. Je suis arrivé ici au Québec, à l'âge de 10 ans. Fait que j'ai été élevé dans la Montérégie, à Granby, dans la Montérégie. Je ne suis pas un gars de Montréal. Fait que moi, je suis arrivé plutôt après. Et bon, j'ai fait mon primaire, mon secondaire, mon cégep dans la ville de Granby. J'adore ma gang de Granby ici, là, que j'adore. C'est ma ville préférée du monde. J'adore Montréal, mais Granby, ça commence encore. C'est ton et là, après, le cégep, quand je suis rendu au cégep, au cégep, je pense en deuxième année, première session, je pense, puis un cours, un des professeurs a demandé à un avocat de venir en classe pour, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, pour pouvoir nous parler sur un avocat. Puis là, moi, je trouvais ça intéressant. L'avocat nous parlait de code civil, ça ne me disait rien du tout, là. Puis après, c'est intéressant. Puis quelques temps après, quand tu es rendu en deuxième année pour l'instant, c'est toi que tu penses à l'université, à quelle université je vais aller, dans quoi je vais m'inscrire. J'ai toujours été intéressé par la police et aussi par la criminologie. J'étais voir l'orienteur. La police, c'était intéressant parce que j'ai toujours été intéressé par la loi et l'ordre. Les familles haïtiennes nous tiennent vraiment serrés. J'ai été intéressé par la loi et l'ordre. Et Laurentin m'a dit en criminologie, il faut que tu ailles dans les pénitenciers, tout ça. Ben, c'est ce qu'il m'a dit, lui, cette personne-là. Fait que ça m'intéressait moins. C'est pas le genre de vie que je voulais. La police était encore là, mais je me suis dit, ben, une fois que j'ai eu le cours d'initiation en droit, ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrit en droit à l'Université de Sherbrooke. J'ai pris une chance comme ça. En connaissant même pas le métier, j'avais aucune idée de faire ça. J'ai été accepté à l'Université de Sherbrooke.
Et là, j'ai commencé mon droit l'année suivante. Dans le fond, j'étais à Sherbrooke, j'ai déménagé à Sherbrooke, j'ai commencé à vivre à Tempier dans les résidences. À Sherbrooke. Ouais. Et c'est à Sherbrooke. Et après ça, dans le fond, j'ai fait 2 années à Sherbrooke. Je te dirais que mes 2 premières années, c'était pas mes 2 meilleures années à l'université, là, parce que, disons que quand tu quittes la famille, que ta mère te fait à manger, c'est comme, t'as tout qui dans le bec, là. Là, tu déménages tout seul, c'est pas la même chose. En tout cas, moi, c'est là, il faut que tu travailles. Là. Tu travailles, faut que tu regardes ton horaire et tout. Fait que disons que j'ai fait un peu trop la fête. Disons que je me suis laissé un peu aller. Et j'ai quand même réussi mes cours, mais j'ai pas eu des super de bonnes notes. Puis je me dis, OK, extra, il faut que tu changes quelque chose, là, parce que c'est peut-être pas la bonne formule pour toi. J'ai fait une demande à l'Université Laval pour me transférer à l'Université Laval à Québec. J'ai été transféré. Tous mes cours n'ont pas été validés. Je ne sais pas ce que le terme, j'oublie le terme exact. Là. Mais puis, on m'a accepté à l'Université Laval. J'ai recommencé. J'ai continué mon université là. J'ai fait dans 4 ans, 2 ans à Sherbrooke, 2 ans à Laval. Mais j'ai eu des meilleures notes à l'Université Laval. Ça a été beaucoup mieux. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être l'environnement. L'environnement. Tu avais-tu des amis à Sherbrooke que peut-être ça pouvait être une source d'influence? Non, mais je ne sais pas parce que Sherbrooke-Granby, c'est 1 heure de voiture à peu près maximum. Fait que, j'ai retourné beaucoup à Granby. Non, j'avais pas. Non, j'avais quelques amis à Sherbrooke, mais pas plus que ça. Dans le sens que je te dirais que quand je suis arrivé à Sherbrooke, j'ai quand même une certaine facilité à me faire des amis. Je me suis quand même bien intégré au groupe. À Laval aussi, à Québec aussi, la même chose. Non, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être aussi. Je n'étais peut-être pas prêt pour ça. J'ai aucune idée pourquoi, mais bon. À Laval, donc j'ai fait mon université, puis rendu à un certain point, je vais me rendre à Fiscalis, tu vas comprendre. Et là, vous continuez en baccalauréat en droit, puis là, c'est le temps de pouvoir choisir les cours d'option. À un moment donné, une fois les cours obligatoires sont terminés, et on voit dans la liste des cours, c'est le temps de fiscalité. Je dis, je m'inscris en fiscalité, pourquoi pas? Hein? Ça a l'air intéressant, ça a l'air compliqué. Puis je me suis inscrit en fiscalité en ne connaissant pas du tout ce que c'était, juste parce que tu par intérêt pour voir, pour voir ce que c'était. Et j'ai beaucoup aimé ça. Dans le fond, je te dirais que j'avais le cours de droit international public, je crois, et fiscalité que j'aimais le plus. Fait que dans le fond, tu voulais déjà aller dans le côté business. Bien, je connaissais même pas ce que c'était la fiscalité, honnêtement. Fait que juste fiscalité Oui, parce que c'est un cours, parce que tu sais, je savais qu'il y avait un lien avec l'impôt et les impôts, les taxes. Je voyais un lien, mais je connaissais pas vraiment. Je connaissais rien du tout. C'est particulier, ça. Hey, je veux parler, maîtriser les taxes. C'est ça, mais je dis, parce que non, je suis plus une personne. Quand je vois quelque chose, je vais essayer. Peut-être que j'aimerais ça, mais je vais essayer de voir ce que c'est. J'aurais pu haïr ça, mais ça donnait que j'ai aimé ça. Donc, j'aimais beaucoup, je regardais beaucoup ma jurisprudence. J'allais voir mon professeur qui était André Laroux tout le temps là à son bureau pour poser des questions. C'est lui qui m'intéressait à ça parce que la fiscalité, à la base, c'est pas les avocats. Les avocats n'aiment pas la fiscalité. Ça l'a vraiment plate. Mais tout dépendant de prof, moi, je te dirais qu'André Laroux, il a rendu ça le fun pour moi, il a rendu ça intéressant. André Laroux. Oui, André Laroux. Puis j'allais, puis j'ai fait un deuxième. J'ai pas eu les meilleures notes, j'ai fait un deuxième cours en fiscalité. Et je continuais d'aller le voir encore. Et là, il m'a dit, Extra Junior, pourquoi tu n'inscris pas en maîtrise en fiscalité? Moi, je dis, voyons, maîtrise en fiscalité, ça m'intéresse pas. Mais tu sais, j'aime ça, mais je vais pas faire une maîtrise en fiscalité, je ne vais pas être fiscaliste, là. Mais ça a fait son bout de chemin, ça, imagine-toi donc. Puis l'année suivante, quand j'ai terminé mon parcours, je commençais au barreau. Puis c'est quand je suis au barreau, quand j'étais à l'école du barreau, je me suis inscrit à l'Université de Sherbrooke, à la maîtrise en fiscalité. J'ai été accepté, j'ai fait la maîtrise en fiscalité à Sherbrooke. Voilà. Et voilà l'histoire de A à Z. L'histoire de A à Z. Puis j'ai des questions par rapport à cette histoire-là. Ouais. La première chose qui m'intrigue, puis là, j'ai essayé de faire un lien parce que, admettons, le premier lien que je me dis, fait que tes parents, sont allés à Granby et non Montréal. Ouais. Hey, écoute, y a-tu quelque chose en particulier pour... parce que d'habitude, tu sais, c'est comme, admettons, d'habitude, c'est vraiment, tu t'en vas où est-ce que tu te sens confortable avec ta communauté. Ouais. Ben, moi, je dirais... Okay, ben tu dois avoir une communauté là-bas, j'imagine? Il n'y a pas de communauté là-bas. Ben, c'est un autre point d'histoire, c'est que moi, je n'ai pas été élevé par... Ben, mes deux parents sont décédés. Moi, je suis quand même assez jeune. Et j'ai été adopté... Ben, pas adopté officiellement, j'ai été prise en charge par ma tante Jacqueline, qui habitait ici au Québec. Elle habitait à Granby. Pourquoi elle a choisi Granby? Ça, c'est une question que je ne sais pas. Et quand mon père est décédé, c'est lui qui m'élevait en Haïti, ma tante m'a fait venir au Canada et elle habitait à Granby. Fait que j'ai été vu avec elle. C'est juste ça. Mais il n'y a pas de communauté à Granby. Là. Je me rappelle quand j'étais au primaire, j'étais le seul noir. Au secondaire, je pense qu'on était 2. puis tu sais, je pense que j'ai fini chez le seul encore à terminer. Là. OK, mais ça, tu vois, là, ça, c'est intéressant comme, admettons, je dirais comme
Environnement, tu sais, parce que assez souvent, on dirait que quand on parle de vraiment les quartiers dans une grande ville, où est-ce qu'il y a plus de diversité de minorités, j'aime pas le terme minorité, on va dire diversité. Il y a toujours aussi cette discussion-là de le manque de ressources, tu sais, vraiment pour peut-être exposer ce type de personnes-là à voir vraiment des carrières et trucs comme ça. On dirait que vraiment, moi, regarde, moi j'ai grandi à New York. Ouais. J'ai grandi dans le Bronx, dans le hood. Ah ben, voyons donc. Fait que, puis j'ai un lien avec toi aussi, gars, tu vas voir le lien que je vais faire, mais tu sais, avoir grandi dans le hood, par exemple, admettons que je trouvais que tu manques, tu étais étouffé. Tu as toutes les influences, tu vois que rien va bien, ton quartier il est sale, il y a de la violence, il y a ci puis ça. Puis c'est dur de sortir de cette mentalité-là une fois que tu es imprégné dans tout cet environnement-là. Puis on peut comprendre pourquoi peut-être les quartiers qui sont comme défavorisés, ou est-ce que c'est là que tu vas voir la majorité des immigrants, parce que ça coûte moins cher, et tout plein d'autres facteurs sociodémographiques, ben c'est là que tu vois que c'est plus dur, admettons, quelqu'un de sortir de cet environnement-là pour aller à la prochaine étape, pour aller chercher, admettons, une grande carrière prestigieuse. Puis moi, qu'est-ce qui m'a sauvé? C'est que ma mère m'a envoyé ici à Laval. Je suis allé vivre chez ma tante Judith. Fait que les tantes, on va donner un shout-out aux tantes. Les tantes qui élèvent des enfants de leurs sœurs. Oui, ma tante Jacqueline, c'est toute Puis tu sais, c'est là le lien, quand j'écoute ça, je suis comme, OK, moi aussi, j'ai ça en commun aussi. Puis c'est grâce, admettons, cette tante-là que j'ai comme sorti cette mentalité-là de limitation, admettons, autant genre démographique. Est-ce que tu venais ici l'été ou étais envoyé chez ta tante pour que ta tante t'élève complètement? Mais tu vois, c'est là que mon histoire aussi va plus loin, parce que quand on est emménagé initialement, quand ma mère a quitté le Nicaragua, ben, on est venu à Montréal. Fait que le français était ma langue maternelle. Je suis venu ici à 1 an. Mais à 9 ans, elle s'est mariée. C'est là qu'on est parti à New York. Ah, OK. Mais là, comme elle voyait que ça allait pas bien avec moi, elle m'a envoyé dit comme, va-t'en. Moi, tu as pu apprendre l'anglais. Il y a ça qui est nice. Oui, exactement. Je suis fier. C'est toute une aventure aller avoir été là-bas. Je suis fier. Mais je suis fier aussi d'avoir quitté. Mais le Bronx, c'est quelque chose, là. C'est quelque chose. C'était dur. Ben, je pense que c'est rendu moins pire aujourd'hui, là. Le quartier new-yorkais, je ne sais pas c'est quoi, mais parce que j'avais une tante qui habitait à Brooklyn dans le temps. J'allais des fois l'été, parce que ma tante Jacqueline, sa soeur, habitait à Brooklyn. J'allais des fois l'été là. Je te dirais, un jour, j'allais là, puis un de mes cousins qui était plus vieux, il y avait un ballon de volleyball, je joue au volleyball, puis tu sais, je le programme, je vais sortir dehors, puis je me suis fait buster. Là, quelqu'un m'a volé, une gang m'a volé le ballon de volleyball sur mon temps. Comme damn! Mais c'est ça, tu sais, imagine vivre là. Puis là, ce que je comprends de ton histoire, c'est que tu n'as pas vécu dans cet environnement où est-ce que tu vois toute la négativité. Non. Tu vois l'oppression, comme le terme est utilisé. Tu as un environnement plus tranquille. Non, c'est parce que Granby, c'est une petite ville. Je ne sais pas si tu as déjà allé à Granby, là, c'est une petite ville tellement paisible, Granby. C'est vraiment, parce que tu à côté, tu as Bromont, la montagne, Bromont, qui fait du ski. À Granby, tu as le zoo de Granby. Je ne sais pas, tout le monde connaissait un peu le zoo de Granby. Écoute, c'est une ville tellement paisible. Écoute, c'est dur à déraper. J'allais à l'école de BOM. J.H. Leclerc, je pense qu'il disait que c'était l'école de BOM. Écoute, c'est tellement calme. Là. On peut le dire. Parce qu'il y avait l'école privée puis c'est l'école publique. C'est comme l'école de BOM, mais je suis comme, c'est pas BOM du tout, là, c'est Granby. Il y avait comme 30 000 personnes, 35 000 personnes à l'époque. C'était vraiment nice. C'est une belle petite ville. J'allais faire des fêtes avec mes amis dans les champs. J'allais jouer au basket tout le temps. Fait, écoute, c'était une ville très, très paisible. Ah, c'est bon, mais c'est bon à savoir que dans le fond, tu n'as pas vu ce côté d'adversité du RUD encore là, où est-ce que moi, je me souviens, on était pauvres, là, on était pauvres. Mais nous, on n'était pas riches à Granby, mais il n'y a pas de... Tu sais, quand tu vis dans une petite ville comme ça, tu sais, ma tante travaillait vraiment fort pour... Tu sais, ma tante a travaillé fort pour m'a tout donné. Elle a travaillé fort pour que je puisse aller à l'école et m'habiller. Tu sais, dans le sens que, tu sais, cette femme-là, je dois tout. Elle doit être tellement fière de toi, d'abord. Ben, je pense que oui. J'ose croire que oui. Là. Je pense que oui. Elle doit se dire comme, hey, j'ai fait une bonne job. Non, je pense qu'elle doit se dire comme, hey, que j'ai pris une chance. Hey, c'était une bonne chance. Là. J'ai fait quelque chose de bien. Là. Ben, tant mieux. Puis tu vois, je pense que ces histoires-là qu'il faut pouvoir partager, puis tu sais, peut-être donner... que d'autres personnes, tu sais, comme nous, qui se voient en nous, vont pouvoir écouter, puis tu sais, voir comme, OK, il y a une chance de faire des choses, mais il faut juste que je sois vraiment... Encore là, l'environnement est tellement un grand facteur de qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui peut vraiment influencer ta direction, où est-ce que tu s'en vas? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, tu sais, ma tante, c'est parce que les familles ici n'ont pas beaucoup de...
tu sais, encourage beaucoup les enfants à aller à l'école, parce que dans le sens que souvent les familles, parce que tu sais, les familles, moi, ma famille, c'est la famille de la classe moyenne en Haïti, c'est pas des universitaires, c'est arrivé ici, il fallait qu'ils travaillent fort. Fait que l'important, c'était de dire aux enfants, mais si vous voulez comme changer de classe sociale, il faut que vous allez à l'école. Tu sais, c'est Faire quelque chose important, de plus l'éducation, différent. c'est important. Ma tante m'a toujours dit ça, mais elle n'a jamais eu de pression. Dans le sens qu'elle m'a jamais eu de pression, elle n'a jamais regardé mes notes. Quand j'arrivais avec des notes sans problème, elle me disait, mais c'est pas grave, avec ça, Junior, là, dans le sens que la prochaine fois, tu vas faire mieux. Tu sais, mais il n'y a jamais eu de pression. J'ai jamais senti de pression pour être le meilleur, mais moi, c'est venu de moi. C'est moi qui me mettais la pression, qui me disait que je veux m'améliorer, je veux devenir bon, mais ça n'a jamais été ma attention. Pour ça, j'en suis vraiment redevable pour de vrai. Elle n'a jamais mis de pression, elle m'a toujours encouragé. Même quand j'avais pas de bonnes notes, des fois, elle me disait, c'est pas grave, tu vas faire mieux la prochaine fois. Puis, tu vois, je travaillais fort, puis je faisais mieux, puis ça venait de moi. Puis la motivation venait plus de moi. Mais en arrière, je savais qu'elle me supportait beaucoup. Là, donc, Mais tu sais, je fais un lien. Moi, quand j'ai emménagé chez ma tante, admettons, j'avais beaucoup de pression de ma mère. Mais quand j'ai emménagé avec ma tante, j'en avais plus de pression. C'était comme, elle m'a donné des règles très claires. Va à l'école, nettoie, puis c'est tout. Puis travaille. Jamais à part regarder mes notes, c'est ça, tu sais, c'est comme, jamais de pression sur ça. Puis je trouve qu'avoir cette liberté-là, où est-ce que, OK, ben là, je dois faire les choses par moi-même, comment je les vois, fait que ça a été vraiment inné en dans moi de, OK, j'ai essayé ça, j'ai toujours été genre fonceur. Puis c'est une entrepreneur elle-même aussi. Okay. Fait que, elle avait sa petite business de gâteaux. Ouais. Elle a réussi sa vie grâce à vendant des gâteaux. Ouais. Ah, c'est nice, c'est bon ça. Je suis content de voir que tu as mangé des gâteaux, tu n'en as pas trop mangé. Tu n'as pas trop mangé quand tu étais jeune. je mange pas, j'aime pas les gâteaux, juste à cause. Pas les gâteaux? Les gâteaux carottes, comment? Mais j'ai grandi dans la maison de gâteaux. OK, c'est toujours comme ça. Fait que t'avais toujours Du gâteau, il y en avait sans arrêt. Là. Okay, fait que t'es un peu allergique à l'odeur, c'est ça? Je connais, puis je connais ce goût-là par cœur. Je mange du gâteau depuis que petit. Fait que quand tu grandis, t'es comme, t'es plus... Un bon gâteau carotte, aujourd'hui, je te donne ça, tu n'en manges pas? J'ai demandé qu'elle fasse un gâteau carotte. Ouais. Écoute, moi, c'est mon gâteau préféré. Si j'ai un gâteau carotte, là, ça me fait plaisir. Say no more. Say no more. All right, c'est bon. Je vais te préparer un gâteau de carotte de ma tante Judith. OK, ben, merci, tante Judith. The House of Cake. Ben, tu vois, elle fait ça depuis 30 ans. Là. Ouais. Fait qu'avoir voir quelqu'un comme ça, que j'ai grandi, qui a acheté sa maison, qui travaille à son compte, puis fait son argent, puis tout est payé, une vie, voyage, fait tout plein de trucs. Comme ça, c'est l'influence que tu grandis. Là. C'est comme, tu veux voir des choses comme ça. Puis j'avais aussi une cousine que elle, tu vois, elle, c'était by the book. Fait qu'elle est allée à l'université biochimie, pharmaceutique, puis tout ça. Fait que là, j'ai cette influence-là qui dit va à l'école. Fait que, tu sais, ça m'a influencé à va à l'école. Ah, c'est nice. Mais là, son entreprise, c'était à Laval, c'est ça? Ouais. Ouais, OK. C'est bon, ça. Mais, c'est pour moi. Mais tu vois, c'est des bons liens, je trouve. C'est nice de voir ces liens-là. Puis, OK, maintenant, fiscalité. Quelque chose que je voudrais vraiment comprendre mieux aussi, parce qu'il y a du monde que je pense qu'il posait la question quand je parlais, mettons par exemple, lui, ça fait quoi, c'est quoi le bâtonnier de Montréal? Il fait quoi? Le bâtonnier de Montréal. Écoute, avant, je vais juste te faire un petit aparté avant de te rendre là pour te dire comment je me suis rendu là. Moi, je suis arrivé ici à Montréal, là, je connaissais personne. Okay? Oh, OK. Donc, ça, c'est une autre histoire. Écoute, je te donne une histoire. Fait que là, il fallait bien que je me fasse des amis. Fait que, quand je suis arrivé à Montréal, je me suis dit, bon, tu commences, j'ai fait mon stage à la Côte du Québec. Puis je pense que, je ne sais pas si on recevait déjà des courriels du Jeune Barreau de Montréal, l'association qui présente les avocats de 10 ans et moins de pratique. Et je ne sais pas si c'est pendant mon stage ou après. En tout cas, j'ai reçu un courriel qui disait « Impliquez-vous ». Tu sais, moi, je connaissais, j'avais quelques amis. Fait que j'ai envoyé un courriel, j'ai répliqué. J'ai commencé à m'impliquer dans un comité quelconque du Jeune Barreau. Et j'ai beaucoup aimé ça. Puis, au fur et à mesure, j'ai eu l'occasion du Jeune Barreau il y a un conseil d'administration. Pour être membre du conseil d'administration, il faut faire des élections. C'est les membres qui élisent. Je pense que présentement, au Jeune Barreau, je pense qu'ils sont près de 5 000 ou 6 000 membres. C'est suffrage universel. Fait que là, tu dois faire campagne électorale. Moi, je faisais campagne électorale. C'est bien. Moi, j'ai adoré ça. Fait que j'ai été élu sur le conseil de Jeune Barreau une fois. Puis j'ai continué. Puis ainsi de suite, j'ai progressé. Je suis devenu le président de Jeune Barreau. J'étais le premier président noir aussi de Jeune Barreau. Fait que j'accumule ces titres-là. Puis une fois que tu termines le mandat du Jeune Barreau, tu deviens président sortant. Et c'est là, tu es élu sur le conseil du Barreau de Montréal, l'ordre professionnel,
eux, au siège de secrétaire. Puis ça, pendant 1 an, je suis comme secrétaire du barreau de Montréal. Une fois à la fin de mon mandat de 1 an, ben, tu peux soit arrêter ou continuer de te présenter aux élections. C'est la même chose que le jeune barreau. Le barreau de Montréal, ça regroupe à peu près de 15 à 16 000 membres. Je pense que c'est 16 000 membres aujourd'hui, mais à l'époque, c'est un petit peu moins. Et tu fais des élections encore, où ça part de 6 000 à 15 000 membres, 16 000 membres. Puis, tu fais une élection à suffrage universel et les gens votent pour toi. J'ai gagné au barreau de Montréal, c'était un mandat de 2 ans. Et c'est là que j'ai continué mon implication. Et j'ai gravi les échelons, puis aujourd'hui, j'en suis le bâtonnier de Montréal. Ben c'est ça. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver, le bâtonnier de Montréal? Ben, dans le fond, pour t'expliquer le bâtonnier de Montréal, il faut que je parle avec le barreau du Québec. Parce que la province du Québec, l'ordre professionnel des avocats, c'est le barreau du Québec. Mais la province est divisée en 15 sections. Fait que chaque section a son barreau local. Le barreau du Québec, c'est pour toute la province. Chaque section a un barreau local. Par exemple, à Montréal, on est près de 16 000 avocats. 55 des membres du barreau du Québec sont à Montréal. Du bâtonnier de Montréal. À Laval, c'est une autre section, il y a une bâtonnière. À Longueuil, il y a un bâtonnier. Fait que c'est divisé comme ça, le Québec. OK, je comprends. Fait qu'il y a la bâtonnière du Québec, puis il y a les 15 sections qui ont chacun bâtonnier. Le barreau du Québec, la mission, c'est protection du public. Dans le fond, protection du public. Nous, au barreau de Montréal, c'est exactement la protection du public également. Et on a ajouté le fait qu'on soutient les membres dans le cadre de leur pratique. Par exemple, on donne des formations, ainsi de suite, ça aux membres. C'est ça que ça fait. Le barreau de Montréal, c'est l'ordre professionnel. Donc, nous, ce qu'on fait, par exemple, on donne des formations à nos membres du barreau de Montréal pour améliorer leurs connaissances dans le domaine juridique. On donne des formations dans plein de domaines. Et également, on fait 2 choses importantes qu'on fait aussi. On fait les actes illégaux. Par exemple, être pratiqué, donner des opinions juridiques, c'est un acte réservé aux avocats. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas avocats, qui se prétendent avocats, qui donnent des conseils aux membres. Par exemple, les immigrés, les gens qui immigrent ici, ils ne connaissent pas le pays. Fait qu'ils imaginent quelqu'un, peut-être dans la communauté, qui dit, il va voir telle personne, il va t'aider à pouvoir faire des démarches pour obtenir ton statut avec l'immigration. Tu vois cette personne-là, la personne, ah oui, je vais t'aider, puis la personne n'est pas avocat, puis la personne donne des conseils, puis la personne finit que ça ne fonctionne pas. Ou parce que la personne ne connaît pas vraiment ça, puis il n'est pas avocat, puis ils ne connaissent pas les démarches, puis la personne... Ces gens-là, les pauvres gens donnent beaucoup d'argent à ces gens-là pour les défendre, pour les aider, alors que ces gens-là n'ont pas le statut, n'ont pas les compétences. On poursuit les gens qui font ça. Par exemple, les actes réservés pour les avocats. Je te donne un exemple comme ça. Aussi, si un avocat démissionne et veut être réadmis dans la pratique, puis il est de Montréal, fait ça passe devant le conseil, son dossier passe devant le conseil du barreau de Montréal. Et on décide oui ou non, on le réadmet dans la profession. Ah ouais? Et oui, c'est ce qu'on fait à peu près. Puis en général, on a à peu près 40 comités de toutes sortes pour les gens s'impliquer. Par exemple, je peux te donner 3 comités. Ethnoculturel, on a un comité ethnoculturel qui, bon, ça le dit, qui se questionne sur les enjeux concernant les gens qui sont ethnoculturels. LGBTQ2+. Donc, on a un comité là-dessus. On a aussi un comité d'avocats dans la profession. Puis on a plein de comités avec la magistrature, la Cour supérieure, Cour du Québec, Cour d'appel et aussi les tribunaux administratifs. Ça fait en sorte qui regroupe ces comités-là avec les tribunaux, il y a des avocats et des juges qui siègent. Donc, c'est facile pour ces gens-là, disons qu'un avocat va devant un tribunal et a certains commentaires à faire concernant le fonctionnement. Mais devant le comité, les juges sont là. Fait que tu peux dire des commentaires, puis on peut améliorer les trucs, on peut améliorer la pratique. Et les juges aussi peuvent dire des commentaires aux avocats. Dans la même place, on réussit dans la même salle pour pouvoir discuter puis de faire en sorte d'améliorer la pratique des avocats. C'est un peu ça qu'on fait au barreau de Montréal. Fait que toi, c'est toi qui as la décision finale après avoir voté avec les comités, puis tu juges selon, mettons, le cas, puis aussi, c'est quoi les avis? Oui, c'est ça. Dans le fond, pour ce qui est de réadmettre à la pratique, dans le fond, si un avocat quelconque démissionne, il veut être réadmis, donc le dossier est transmis au conseil. On a 13 membres du conseil d'administration. On étudie le dossier, on dit oui ou non. Puis si on dit non, ça va être tout compliqué pour la personne. La personne peut toujours être quand même, mais c'est plus compliqué, mais souvent c'est assez simple. Assez simple les décisions. Et dans le fond, le conseil, c'est un conseil. Par exemple, les comités, c'est des comités consultatifs. Les comités ils étudient plein de sujets et suggèrent une résolution au barreau de Montréal. Ils disent, voici, nous, on a étudié, le comité, on a eu le comité LGBTQ+, qui nous a transmis une résolution avec 3 propositions. Ils disent, voici, nous, on a étudié une situation, là, on pense que le barreau de Montréal devrait aller dans telle direction. Ils transfèrent ça au conseil, et nous, le conseil, parce qu'ils transfèrent au conseil, puis nous, le conseil, on regarde ça, on dit, oui, on est d'accord ou pas avec vous. C'est le conseil qui a la décision finale sur ce qui engage le barreau de Montréal.
OK, je comprends comment. Après Montréal, penses-tu aller à Québec? À Québec, Parce que, regarde, tu as déjà été du jeune à Montréal, puis là, il reste une... Ben, c'est sûr que souvent, mon cheminement, tu dirais comme ça, c'est une progression naturelle. Mais je te dirais que ça va toujours intéressant. Parce que j'aime m'impliquer dans le milieu juridique. Fait que, tu sais, je te dirais pas non parce que, tu sais, effectivement, le barreau du Québec, moi, le barreau de Montréal, on a le pouvoir, mais le barreau du Québec, il y a beaucoup plus de pouvoir que le barreau de Montréal. C'est un super beau conseil d'administration. Je connais beaucoup de gens qui sont là-dessus. La bâtonnière du Québec, Maître Catherine Calveau, c'est une femme extraordinaire, la directrice générale, qui est Maître Catherine Ouimet, qui était ancienne directrice générale du Jeune Barreau quand j'étais arrivé comme président. Fait que je connais les gens. Fait que oui, ce serait une progression naturelle. Mais je te dirais que, écoute, je vais finir mon mandat. Je finis mon mandat le 10 mai 2022. Je vais finir mon mandat. Ça va quand même bien, je pense, là, pour mon année. Puis après ça, je vais réfléchir pour voir ce que ça me tente de faire. Mais je te dirais que, oui, dans le fond, j'aime m'impliquer. Fait que ce serait pas dans le fond, personne ne va tomber des nues en sachant que, extra, ça a le temps de s'impliquer au barreau du Québec. Ce serait tout à fait normal. OK, ouais. Je comprends, mais c'est bon. Puis on dirait que naturellement, tu vas t'en aller dans cette direction-là. Y a-t-il quelque chose de plus haut à un niveau canadien? Écoute, moi, je te dirais, mais tu sais, je te dirais, je me suis jamais, j'ai jamais eu de plan de carrière. Tu sais, jamais dit comme avec le flair. Comme, tu sais, je suis devenu avocat, c'était pas un plan de carrière. Je suis devenu fiscaliste, c'était pas un plan de carrière. Bâtonnier, moi, j'aurais jamais pensé, si on m'aurait dit que extra junior un jour, il faut devenir bâtonnier, là, j'aurais dit, t'es fou. Je ne sais même pas c'est quoi un bâtonnier. C'est pour te dire que j'ai aucun plan de carrière, dans le sens que, tu sais, moi, mes plans se développent en fonction de la progression. Là, je vois, c'est intéressant, ça, je m'implique là. OK, bon, ça fonctionne comme ça plus que d'autres choses. Je ne sais pas que je vais me rendre là, téléphone, mais je dirais que, tu sais, j'ai toujours été fasciné par la politique, ces trucs-là. Mais je te dirais, c'est une vie difficile. Puis, tu sais, je te dirais, moi, j'aime mieux, mais plus qu'au barreau, j'ai beaucoup de fun. Plus tard, je ne sais pas ce que ça peut devenir, mais j'aime beaucoup. Mais je te dirais que j'ai trois passions. J'ai le barreau, l'application, j'ai la business et j'ai la communication. C'est trois choses que j'adore dans la vie, tu sais, de l'implication. Je vois des liens. OK. Ben, explorons le côté business. Fait que là, la fiscalité, c'est que de la business, entre autres. C'est entre autres beaucoup de business en fiscalité. Fait que tu dois aimer la fiscalité. Puis deux choses que je me questionne dans ma tête. Bon, OK, quand t'es allé avocat, puis là, t'as tout plein de branches. Tu sais, moi, mon meilleur ami, lui, est parti en criminologie comme criminel. Ouais. J'en connais qui sont partis vers la famille. Tu sais. Fait que tu vois, tout plein de branches qui n'ont aucun lien, mais il y a le côté business. Puis tu sais, comme moi, j'ai songé même derrière, genre. Ah ouais? J'aimerais ça faire peut-être un certificat en droit. Pourquoi pas un bac en droit? Pourquoi pas? Je sais pas, peut-être. Regarde, je me suis donné un... Moi, je suis en train de bâtir mes business, puis tout, mon portfolio, puis quelque chose, un objectif, j'aimerais, quand j'atteins peut-être mes 40 ans, retourner aux études. Puis je le ferai pas parce que je veux faire plus d'argent. C'est comme, je suis intrigué par connaître des métiers, puis dans mes options, je me suis dit, peut-être faire un MBA, juste parce que voir c'est quoi le rendu là, je vais être rendu là. Mais les droits, business, ça pourrait m'intéresser. Parce qu'on dirait qu'il y a tellement de cas que je vis que imagine que je pourrais maîtriser cette information-là. Mais je te dirais, tu sais, le droit, là, moi, je te dirais, si quelqu'un est intéressé par la vie en général, pas intéressé, là, mais je te dirais, la business en général, le droit, c'est le bon domaine. Parce que le droit, tu sais, il touche à tous les domaines. Ça touche aux médias, ça touche cybersécurité, ça touche à la fiscalité, ça touche au transport. Le droit est partout. Donc, c'est sûr que, tu sais, si quelqu'un a envie d'aller à l'université, puis c'est pas ton va en droit, au moins, là, tu vas mettre une base pour connaître tout, parce qu'on dit toujours qu'on vit dans une société de droit. Tout est basé sur la loi. Le building que tu es là, c'est basé parce qu'il y a des règles qui disent, bon, voici les fenêtres, quelle grandeur, voici comment qu'on isole. Tout est juridique. Fait que, tu sais, le droit, là, ça t'ouvre des portes à tout. Puis, tu sais, quand tu regardes, il y a beaucoup de politiciens qui ont le bac en droit, qui ont avocats, des journalistes, des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires. Le droit, là, je dirais, c'est beaucoup de culture générale. C'est ce domaine-là extraordinaire pour juste connaître la société, à mon avis. On dirait que tu vas me convaincre. Tu vois que moi, c'est dans une de mes options. C'est comme... Ça fait des nouveaux mots au barreau de Montréal, c'est fantastique. C'est bon. Je suis en train de te recruter. Je suis en train de me recruter. Tu voyais? Période de recrutement pour le barreau de Montréal. Hey, why not? Ça serait intéressant. Même mon ami me dit, va essayer un certificat en droit. Oui, pourquoi pas?
Tu commences par ça, tu verras. Après ça, les cours vont être crédités. C'est le mot que je cherchais tantôt. Crédité. Crédité. Le mot universitaire. OK, ben, parlons de business. Ouais. Parlons de business entrepreneuriat. Fait que toi, tu as lancé ton cabinet. Ouais. C'est-tu une pratique courante qu'admettons, normalement, qu'un avocat, dans le fond, il va se lancer, peut-être tu vas devenir travailler dans un cabinet, tu deviens partenaire, ou que tu te lances directement dans ton... Ben, je te dirais qu'aujourd'hui, je n'ai pas de statistiques précises, mais parce qu'on avait une situation quand j'étais au jeune barreau que les jeunes avaient beaucoup de difficulté à trouver des stages en droit. Fait que parce que une fois que tu termines, une fois que tu vas faire ton baccalauréat en droit, tu fais ton stage de 6 mois au barreau, mais une fois que tu es terminé, tu as ton diplôme, tu as plein de pratiques en main. Tu fais quoi avec ça? Si tu n'as pas de job, ben, Tu peux pas avoir l'expérience. c'est ça, mais il faut que tu payes tes billes. Là, fait que tu fais quoi? Tu te lances dans ta pratique. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont fait ça, qui sont lancés en pratique comme ça, dans le vide, après un stage en droit. Moi, comment c'est arrivé, c'est que j'ai fait mon stage à la Cour du Québec. Après ça, j'ai été travailler à Revenu Québec pendant près de 3 ans. C'est-tu 3 ans? Je pense que c'est du 2 ans, 7 mois ou 3 ans. En tout cas, dans ces, disons, 3 ans pour être en général. Et j'avais toujours idée, moi, de me lancer à mon compte un jour. Mais je ne savais pas trop comment le faire. Et je te dirais que Revenu Québec, ça allait bien, j'aimais ça. Mais je préparais me lancer à mon compte, disons, on n'a plus de quelle date, mais disons qu'on est en hiver, je préparais me lancer à mon compte en automne. Puis un événement est arrivé qui a fait en sorte que je me suis lancé plus rapidement à mon compte. Mais c'est toujours été un objectif d'être à mon compte parce que pourquoi j'aime ça, c'est que, bien entendu, je pense que quand on fait les jeunes qui font des stages au gouvernement ou dans les bureaux d'avocats, c'est une formation extraordinaire. Là. C'est vraiment nice, c'est vraiment très, très bien. Moi, je pense que j'ai eu une bonne formation, mais j'ai toujours voulu être maître de mon temps. Moi, je pense que dans la vie, là, tu peux gagner X nombre d'argent, là, mais il reste que tu as 24 heures dans une journée. Tu vas le dépenser. Dans le sens que, oui, c'est bien de gagner ta vie, c'est important, mais ton temps, c'est important aussi. Moi, c'est ça ma motivation, de pouvoir contrôler, parce que j'aime m'impliquer. Si je m'impliquais, mais c'est sûr qu'en travaillant pour quelqu'un, c'est plus difficile. Là, en travaillant à ton compte, là, je peux décider, mais moi, aujourd'hui, je vais mettre 50 de mon temps sur mes dossiers, 50 de m'implication. Ben, ce week-end, je vais travailler dans mes dossiers parce que je peux vraiment, j'ai beaucoup de flexibilité. C'est ça c'est ce que j'aime plus. Moi. Non, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, la flexibilité, le temps, tu sais, aussi, je fais un lien avec la liberté des choses. Puis ça, c'est une raison aussi pour moi, comme être libre de comment gérer son horaire, des choses comme ça. Tu sais, si tu prévois un voyage avec ta famille, ben tu es libre d'aller quand ton horaire te permet, si tu es rendu à ce stade-là, ou quand tu veux aussi, si tu es aussi rendu à ce stade-là. OK, ben demain, je vais partir en voyage, j'ai mes employés, j'ai ma business qui roule, tout est payé, fait que j'ai pas de problème. Ça, c'est, je pense, l'ultime genre but, là, la liberté financière que tu as dit. Clairement, je pense que fait que tu t'es lancé en business, puis là, en plus, c'est en fiscalité. Et dans le fond, là, c'est impossible que les impôts, genre, t'aies des problèmes avec les impôts. Mais mon travail à moi, tu sais, en fiscalité, quand on fait une maîtrise en fiscalité, souvent quand on sort de la maîtrise, on a 2 choix. Soit qu'on va en planification fiscale, soit en litige fiscal. La planification fiscale, c'est, disons, quelqu'un, tu es dans une entreprise, disons, on va prendre un exemple normal, un père dans une entreprise, puis il y a ses enfants qui travaillent avec lui. Il dit, ben écoute, je ne veux pas rester tout le temps, je veux tranquillement transformer mes enfants mutuellement. La planification fiscale fait en sorte que tu planifies la retraite du parent et l'entrée de l'entreprise tranquillement pendant une certaine période. Fait que tu peux planifier ça. Fait que c'est un volet de la planification fiscale. Il y a d'autres volets aussi, mais c'est un des volets. Le litige fiscal est différent. C'est défendre, dans le fond, le litige fiscal, c'est le contentieux fiscal. Dès qu'il y a une problématique avec les autorités fiscales, nous, ici, au Québec, on a Revenu Québec pour le gouvernement du Québec et Revenu Canada pour le gouvernement du Canada. Quand une personne, soit un particulier, dans le fond, toi, moi, monsieur, madame, tout le monde, une entreprise, une fondation, peu importe, là, a des problèmes avec eux, ben, il faut qu'ils se défendent. Fait que soit qu'ils le font eux-mêmes, ou soit qu'ils engagent quelqu'un pour le faire. Moi, c'est ce que je fais. Moi, j'aide les gens qui ont des difficultés avec les autorités fiscales à régulariser leurs problématiques. Ça peut varier beaucoup, là, les problèmes. Puis c'est quoi le type de client qui te fait affaire en majorité, admettons, 5, t'as-tu, genre, y a-tu 5 types de clients différents ou tout le temps des mêmes cas? Bien, je te dirais, parce que moi, je vais dans le domaine, c'est que la loi change. La loi du Québec et fédérale, c'est quand même très similaire. Fait que, moi, je te dirais, c'est beaucoup d'entrepreneurs ou d'entrepreneurs. C'est beaucoup d'entrepreneurs ou des PME. Des PME, des petites PME ou un peu plus grandes. Là. C'est plutôt ça ma clientèle à moi.
moi que je pratique, c'est des gens qui, souvent, ce qui arrive, c'est que, par exemple, disons par exemple quelque chose de simple, un entrepreneur décide, il y a des voitures, dans l'entreprise, il y a des voitures qui appartiennent à l'entreprise, et l'entrepreneur décide d'utiliser les voitures. Dans le fond, on doit avoir un avantage imposable pour l'actionnaire. Ouais. Puis dans le fond, il y a une façon de le calculer. Fait que l'unité peut dire, moi, je suis pas d'accord avec la façon que l'avantage était accordé. Excuse-moi. Et l'entrepreneur peut dire, ben, je vais le contester. Ben là, soit qu'il le fait lui-même, soit qu'il m'engage. OK, je comprends. Ça peut être, par exemple, une dépense d'entreprise. Disons qu'un entrepreneur, disons, une entreprise de camionnage, va faire comme ça, puis a des dépenses d'entreprise, l'essence, les employés, le matériel pour réparer les camions, puis il dit, ben, moi, j'ai X montant de dépenses cette année d'entreprise. Fait que quand tu as une dépense d'entreprise, tu peux demander une déduction fiscale parce que c'est dans le cadre de l'exploitation de ton entreprise à dépense. Et le gouvernement peut dire, ben, je suis pas d'accord avec ces dépenses-là parce que je pense que c'est pas dans le cadre de l'exploitation d'entreprise. Mais tu peux dire, non, je suis pas d'accord, c'est vrai. Puis là, là, ça, c'est les cas qui vont être discutés. Moi, je peux aider cette personne à pouvoir démontrer, oui, c'est dans ce cadre-là. C'est un peu ça. Ça peut être aussi, disons que, ben, moi, j'ai des clients aussi qui ont eu des sous à l'étranger. Et ben là, souvent, quand Gounkana prend connaissance que tu as des sous à l'étranger, il dit « Hey, d'où ça vient cet argent-là? » Fait que là, souvent, le soupçon, c'est que ça vient, c'est illégal ou que la personne n'a pas payé d'impôt dessus. Mais moi, j'aide ces gens-là à pouvoir régulariser leur situation avec l'autorité fiscale. Donc, ça peut varier beaucoup, le type de mandat que tu peux avoir. Là. Quelque chose d'intéressant, gars. J'ai déjà eu, au début, quand je me suis lancé, Laval faisait des formations, tu sais, vraiment. Puis c'était une formation avec un vérificateur. Ouais. Un ancien vérificateur de l'Union du Québec. Ouais. Puis, une question vraiment. Pour un avocat, est-ce qu'il peut déduire ses soutes? Non. Non? Non, c'est pas des soutes parce que, habituellement, là. Même si ça fait partie de ton. Non, parce que le soute, tu vas le porter dans d'autres contextes aussi. Dans le sens que, tu sais, ton soute, tu achètes comme avocat, là, tu fais un mariage, tu portes un même soute. Souvent, le soute qu'on permet à une personne de. Souvent, un uniforme de travail avec le nom de l'entreprise dessus, là. Ça, oui, mais tu sais, ton soute d'avocat, oui, on s'entend que tu le portes quand tu es avocat, mais tu sais, tu le portes dans d'autres contextes aussi. Tu sais, je comprends, mais c'est. C'est genre les nuances qu'il faut comprendre. Oui, c'est ça, c'est pas accepté, ça. Mettons, dans le même cas des soutes, est-ce qu'il y a d'autres domaines où est-ce que tu pourrais le déduire? De quoi? Admettons des soutes, admettons dans un domaine plus artistique, où est-ce que tu es devant la caméra tout le temps? Oui, c'est un costume. Par exemple, disons que une entreprise qui fait un costumier ou je sais pas trop, je connais pas trop l'artistique, mais disons que toi, ben peut-être, oui, effectivement. Disons que toi, là, ton travail, c'est d'habiller des gens pour tournage. Ben là, clairement, dans le cadre de ton... C'est des costumes. Un designer, mais je ne suis pas sûr que le designer peut déduire son linge à lui, là. Mais c'est pas la même chose. C'est peut-être du matériel qu'il peut utiliser pour valeur ajoutée pour son emploi. Mais dis-toi que pour que tu puisses le déduire, il faut que tu puisses dire comme ce dépense-là, j'utilise dans le cadre d'exploitation de mon entreprise. C'est ça le critère. C'est ça le critère. Ben c'est ça que, tu sais, comme moi, c'est ça comme moi, je peux, tu sais, j'aime aussi, j'ai plusieurs sous. Tu sais, comme je porte quand je suis avocat, là, je suis pas habillé, mais tu sais, je peux pas les déduire parce que, oui, mais, tu sais, c'est pas vrai. Tu sais, ton soute, là, tu l'utilises dans d'autres contextes. Souvent, un vêtement qu'on va déduire, c'est vraiment le vêtement qui est dédié pour ce travail-là spécifiquement. Là. C'est ça, là. Fait que souvent, tu sais, des gens qui ont... Mets une cuisson dans le dos. Et là, peut-être que tu vas pouvoir. Mets une cuisson dans le dos. Peut-être que ça pourrait mieux fonctionner. Là. Tu sais, je sais pas, mais mieux fonctionner. Là. Mais si je mets à l'intérieur ici, genre le nom de ma compagnie. Ouais, non, ça ne marcherait pas. Ça ne marcherait pas. Puis, je parle de ce cas-là juste pour essayer de comprendre vraiment genre les discussions, la fiscalité, puis même les nuances derrière ça, parce que je sais que j'ai déjà entendu justement cette formation du vérificateur, il a parlé vraiment qu'est-ce qu'on peut déduire, qu'est-ce qu'on ne peut pas déduire, puis quelqu'un l'avait posé la question. Ouais. Est-ce qu'un avocat peut déduire ses sous? Ouais. Puis tu sais, ça a l'air comme justificatif, mais maintenant que tu m'as dit comme non, parce que il y a cette zone-là qui dit qu'à cause de cette raison-là, on ne peut pas. Mais parce qu'imagine, on donnerait vraiment un avantage indu aux avocats par rapport au monsieur, madame, tout le monde. T'sais. Moi, je pourrais m'aller m'acheter des soutes de 5 000 $, je veux dire, je déduis 5 000 $. Monsieur, madame, tout le monde, là, il ne pourrait pas. Dans le sens qu'à un moment donné, il faut une certaine justice aussi, la fiscalité, dans le sens que, je comprends, oui, tu l'utilises,
Mais tu sais, ton soude, tu le portes dans d'autres contextes, dans ton travail. Genre, tu portes ton soude aussi. Là, dans le sens que le mariage, tu peux porter ton soude aussi. Puis, tu sais, c'est plus pour ça, je pense. Il y a un certain équilibre aussi qu'il faut avoir. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut déduire, mais souvent, je pense que, tu sais, il faut faire attention à ce qu'on fait parce que je pense qu'il y a une limite, là, quand c'est dans le cadre de l'exploitation, il faut toujours que tu dises, ça, là, est-ce que dans mon entreprise, c'est dans le cadre de l'exploitation de mon entreprise? Il faut toujours que tu dises ça. Si ça ne l'est pas, là, ben si tu as un doute, pose des questions ou informe-toi. Mais si c'est vraiment, disons que tu es une entreprise de transport, tu achètes du gaz, mais c'est clairement. Mm-hmm. Dans le sens que c'est. Mais il y a des trucs, mais il y a des zones plus grises que je suis d'accord avec toi. Puis là, effectivement, je vous invite à venir me voir avec son géant. Je vais vous conseiller là-dessus pour vous dire est-ce que c'est ça ou c'est pas ça. OK. Pour les entrepreneurs, c'est quoi la plus grande erreur que tu vois arriver comme cas, que peut-être quelqu'un qui écoute puis dit quelque chose qui est commun, mais qui revient assez souvent auprès des entrepreneurs, c'est quoi? Moi, je te dis, il y en a plusieurs. Je te dirais, au départ, là, souvent, les gens font l'erreur. Souvent, les gens, disons que les entrepreneurs commencent à s'incorporer une compagnie puis il le fait lui-même. Parce que, oui, il y a des frais pour incorporer une compagnie, parce que comme si tu ne sais pas comment on va le faire, tu engages quelqu'un pour le faire, il y a des frais. Souvent, les personnes font ça eux-mêmes, puis OK, je fais ça, puis je te dirais parce que ça coûte tellement plus cher défaire ce que tu as fait. Oui, il y a un coût en partant, là, mais il y a plusieurs maintenant d'entreprises qui peuvent le faire pour toi à des coûts plus bas. Là. Paye quelqu'un. Si tu veux t'incorporer une compagnie, là, assure-toi de payer quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait pour te faire ça comme du monde dès le départ. Parce que si vous faites comme il faut dès le départ, dis-toi que ça va bien tes affaires, super, mais ça va te coûter plus cher pour vraiment mettre ça en ordre. Là, parce qu'après, il faut que tu mettes ça à jour, des résolutions annuelles, et ainsi de suite. Si tu ne sais pas comment le faire, fais-le pas. Aussi, une autre fois, je dirais qu'une autre erreur que je vois qu'on fait, c'est il y a des coûts au départ, mais souvent les gens coupent ça en rond. Ben, tu sais, c'est mon terme. Dans le fond, tout ce qui est la comptabilité, là, ça, c'est extrêmement important. Ça, s'il y a une dépense, tu peux dire, OK, là, il faut que je mette de l'argent là-dessus, la comptabilité. Parce que ça aussi, souvent, quand les gens viennent me voir, c'est qu'ils ont, ça va bien ou ça va mal, mais ils ont un système comptable complètement éparpillé, il n'y a pas d'ordre du tout. Et là, si un des vérificateurs arrive là-dedans, là, écoute, c'est le party. Parce que la loi dit que tu dois avoir des livres en règle pour pouvoir comprendre, disons mensuellement, voici combien de revenus, combien de dépenses avec des pièces justificatives. Mm-hmm. C'est extrêmement important. Moi, je dirais aux gens, là, je sais qu'il y a des coûts au début, là, mais si vous voulez éviter un problème à payer un fiscaliste beaucoup d'argent pour régler vos problèmes quand vous faites vérifier, parce que pour mettre ça en ordre, là, investissez dans la comptabilité au début là, pour vous assurer de que ce soit en ordre, parce que ça va vous coûter beaucoup plus cher plus tard, puis beaucoup plus cher. Ça se compare même pas. Là. Puis tu sais, comme une expérience que j'ai par rapport à ça, c'est comme moi-même, j'ai fait les 2 erreurs que tu viens de dire, je les ai faites. Ouais. Donc, je me suis incorporé tout seul. Mais j'ai appris parce que notre entreprise, on a fait un livre de minutes auprès d'une entreprise des avocats, justement, en incorporation. Ouais. La deuxième chose, c'est la comptabilité, regarde, je ne l'ai pas négligée. Je savais dès le début que c'était quelque chose que j'aime pas faire, puis j'ai la misère. Fait que j'ai trouvé un comptable. Mais peut-être que c'était pas genre à 100% non plus. Fait que où est-ce que je me suis mis à jour, puis j'ai compris plus tard, c'est quand c'était le temps de vraiment mettre de l'ordre, comme tu le dis, puis j'ai eu une grosse facture pour régler tout ça. Ouais. Mais au moins, aujourd'hui, je sais que ça a été fait, puis tu n'as pas à dealer avec ça. Ouais, puis l'erreur, je pense que les entrepreneurs, c'est que, comme tu viens de dire, ils essaient de couper les coins. Couper les coins, comme, regarde, j'ai économisé un peu d'argent, puis je suis comme, non. Ne coupez pas pour essayer de sauver quelques dollars, parce que ça va coûter plus cher plus tard. Ça va coûter beaucoup plus cher plus tard. Ça se comprend même pas. Là. Puis vous allez regretter, tu vas voir, c'est comme, mais bon. Dans le fond, les personnes ont besoin de toi, mais t'es pas vraiment la personne qui veut. Mais ils ont besoin de moi, mais je dirais, mais c'est important d'avoir. Moi, je pense que je rends un bon service, mais moi, je suis prêt à avoir les comptables aussi, parce que c'est vraiment important, parce que, tu sais, moi, à mon travail, souvent, je fais affaire les comptables, parce que le personne vient me voir avec ses livres. Je dis, parfait, donne-moi ça. C'est quoi le numéro de ton comptable? Je vais le téléphoner. Je vais manger avec lui, parce que lui et moi, on se comprend très bien, parce que je comprends. Moi, je sais ce que j'ai besoin, puis je sais de quoi lui demander, puis souvent, il est capable de me répondre rapidement. Mais oui, c'est important d'avoir une comptabilité bien faite. Parce que ça rend. Parce qu'à chaque mois, tu comprends ce qui se passe. Puis c'est bien plus simple à suivre aujourd'hui. Tu peux, OK, là, je suis rendu là. Tu peux aussi faire des
des prévisions plus facilement. Savoir qu'est-ce qu'on a objectif. OK, là, je suis rendu où? Là, c'est obligé de voir dans toutes tes feuilles, là, comment il est rendu où? C'est comme ça. Ça finit plus. Là. Coupe pas les croyants, la comptabilité. Là. Mais coupe pas les croyants. Parce que tu vas venir me voir après. Ça me fait plaisir. Ouais. Moi, ça me dérange pas que tu le fasses parce que tu as besoin de moi, mais coupe-le pas. Tu vas avoir même besoin de moi. Ben, tu vas avoir besoin de moi pour quand ça vaut vraiment la peine. Là, OK. Puis, admettons, quelque chose que je retiens, puis je vois que ça revient aussi, ça peut coûter cher rendu là, commencer à faire affaire avec un fiscaliste, ou est-ce que tu dois démanteler, hein, mettons, tout la paperasse qui a été négligée avant. Est-ce que c'est possible pour, admettons, y a-t-il vraiment certaines choses que quelqu'un pourrait faire par eux-mêmes avant de se rendre là? Peut-être qu'ils pourraient faciliter leur tâche? Ou c'est vraiment 100% au moment que j'ai un problème, j'ai un litige, puis mon comptable, il me dit, va voir un fiscaliste, je vais aller te voir. Mais moi, je te dirais, avant tout, check tes affaires comme du monde. Check tes affaires, t'assures que ton livre est correct et tout. Suis tes affaires, puis check tes affaires. Assure-toi que tout est fait correctement. Tes chiffres, tu les connais plus que le comptable. Assure-toi que tu es fait correctement. Bon. S'il arrive que tu as un problème, OK, bon, tu as une problématique, puis tu as tout fiscal, tu viens me voir, on va besoin de t'aider. Mais avant tout, il y a d'autres moyens. Je pense que, moi, j'aide les gens, je les défends, je les aide. Mais aussi, je pense qu'il y a d'autres façons de s'aider. Il y a d'autres façons d'aider les gens. Par exemple, je suis en train d'essayer de préparer une certaine petite formation pour aider les gens qui ont des problèmes en fiscalité, qui doivent pas payer 50 000 $ au gouvernement, ainsi de suite. Là, qui a un certain montant, disons, que tu dois entre 2 500 et 50 000, tu veux contester parce que tu n'es pas satisfait de ça. Parce que, disons que toi, tu reçois un avis de cotisation, là, Ronaldo. Écoute, moi, je te dirais, la majorité des gens, là, c'est à 4 pages. C'est un chiffre à la fin, tu dois payer ça. Tu n'as aucune idée pourquoi tu dois payer ça. Tu n'as aucune idée comment ça fonctionne. Puis quand tu vois en haut, à gauche, Revenu Québec, Revenu Canada, tu fais quoi? Tu freezes. Tu as peur un peu. Fait que tu fais quoi? Ben, tu te dis, je vais essayer de faire une façon de me payer rapidement. Je vais faire faillite. Tu sais, comme tu essaies de trouver. Mais je te dirais, calme-toi. Hein, calme-toi. Essaie de comprendre ça. Moi, je suis en train de travailler tranquillement sur un truc qui va pouvoir, une formation qui va pouvoir au moins expliquer aux gens rapidement. Ça arrive, voici comment faire au départ pour essayer de comprendre c'est quoi ton problème. Tu peux, ultimement, tu vas pouvoir le faire toi-même, contester si tu veux, ou venir voir un fiscaliste. Mais moi, je pense que souvent, dans ces problématiques-là, une grande partie, c'est des erreurs administratives des contribuables ou du Québec ou des manques de documents que la personne peut faire lui-même. Là. Mais il vient voir un fiscaliste. Je dis, moi, je vais trouver une façon de donner un petit cours pour dire, tu as un problème, voici comment faire au début pour au moins savoir ce qu'est ton problème. Et après, pour essayer essayer d'être moins intimidé face à la grosse machine gouvernementale. Au moins, tu vas dire, OK, je reçois ça, je vais me débrouiller au début. Rendu à un certain point, si c'est trop complexe, je vais voir un fiscaliste. Au moins, je vais faire le travail du début, que ce travail du début-là que lui aurait fait, mais il ne me facturera pas pour ça. Moi, je vais arriver avec un dossier plus complet à lui donner. Est-ce que j'explique un peu, hein, tu comprends? Non, je comprends bien, puis c'est intéressant parce que j'écoute ça, puis je pense que c'est quelque chose aussi que moi, je serais intéressé à suivre ça parce que là que je suis beaucoup plus mature, professionnel, puis je comprends vraiment mes nécessités, des fois, je suis comme, quand je vois ça, oui, ça peut être intimidant. Tu regardes, tu ouvres l'enveloppe, tu vas tout le temps à la dernière page. C'est combien de montants? Là? Exactement. Là. Je suis comme, si c'est un certain montant, OK, bon, je deal avec. Mais dans le fond, ce que je comprends, c'est que tu peux recevoir un montant, puis il y a une façon de le contester. Oui. Puis on peut contester ça, puis genre, toi, tu nous expliques les règles pour peut-être voir vraiment le contester par soi-même. Oui, effectivement, parce que tu peux toujours... Dans le fond, quand tu reçois un avis de cotisation... Tu peux contester tout. Oui, tu peux. soit impôt ou soit TPS, TVQ. Tu peux le contester. Quand tu reçois un avis de cotisation, tu peux contester. Tu as 90 jours pour le contester, l'avis de cotisation. Mais souvent, c'est que ça. Parce que, tu sais, à la fin, dernière page, ils te le disent, voici comment contester. Mais toi souvent, les gens ne se rendent pas là. Ils se rendent aux lignes du montant, ils font comme genre, ils ne savent pas quoi faire. T'sais. Puis ils te disent, voici le comment contester, mais ils t'expliquent ça rapidement. Voici un formulaire X. Mais tu vas faire le format. Tu n'as aucune idée comment ça fonctionne, ce formulaire gouvernemental. Moi, ce que je veux faire, c'est que je veux te dire, OK, tu as une avis de cotisation, tu veux le contester? Parfait. Au moins, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Je vais dire, voici, Revenu Québec, Revenu Canada, voici comment ça fonctionne. Avant tout, il faut que tu puisses comprendre c'est quoi ta problématique. Comment obtenir ton dossier fiscal? Parce que ton dossier fiscal va te permettre de comprendre
pourquoi tu dois ce montant-là. Parce que le papier de 4 pages que tu reçois, là, ça ne te dit rien. Ça ne t'a aucune idée pourquoi ça tu te dois dit payer rien. ça. Mais derrière ça, il y a une analyse qui a été faite, qui existe, qui dit, mais voici ton dossier fiscal. Ça t'explique c'est quoi la problématique. Est-ce que c'est un document qui manque? Est-ce qu'on pense que disons que tes dépenses d'entreprise, on pense que ce n'est pas des vraies dépenses d'entreprise? Est-ce qu'on pense que la TPS de vécu, tu ne dois pas le payer, tu dois en payer plus? Mais c'est expliqué à quelque part d'autre, au lieu à un autre endroit que tes 4 pages, ça s'appelle ton dossier fiscal. En l'obtenant, tu l'étudies, et là, tu peux comprendre ce qu'est ton problème. Puis là, après, si c'est complexe, bien là. À la complexité, c'est là que tu viens. C'est exactement. Si c'est trop complexe pour toi, je vais le faire. Je vais aller voir quelqu'un. Mais si tu dis, même si c'est complexe, je vais le faire moi-même. Moi, je vais te dire, OK, voici le cadre, là, voici comment faire. Mais si tu dis, ben, OK, c'est trop complexe, je ne peux pas le faire, là, mais là, tu vas voir quelqu'un pour le faire pour toi. Puis, si tu fais ça, au minimum, là, tu sais, parce que pour moi, quand quelqu'un vient me voir là, avec un dossier, il me dit, OK, voici mes 4 pages, arrange-toi à ça. Mais moi, je vais faire tout ce travail-là. Tu sais, comme, dealer avec le gouvernement, d'obtenir ton fiscal, ça va me prendre au moins de 3 à 5 heures facilement, peut-être même plus que ça. Ça, c'est des heures facturables que tu sauves là, en ayant ce cours-là, puis le cours, il n'est pas très, très cher. Fait que, on discutera un jour peut-être du coût. Là, mais, Combien tu peux sauver à peu près? De quoi? Admettons, les heures de, admettons, payer un fiscaliste versus, on va dire, la formation que tu prévois mettre en ligne. Ben, moi, la formation permet aux gens de pouvoir comprendre leurs problèmes, dans le fond, d'aller d'obtenir un dossier fiscal et pouvoir comprendre, puis aussi le challenge. Moi, si quelqu'un vient me voir aujourd'hui, les démarches pour venir me voir, demander le dossier fiscal, le recevoir, tu sais, je te dirais c'est au moins 3 à 5 heures, là, facile. Là. Dans le sens que c'est du gossage, là. Puis après ça, tu sauves ça. Tu sauves au minimum ça, puis tu sauves au minimum ça. Ouais. OK, fait que tu as comme un départ d'avance. Ouais. Puis si tu as fait ça, tu arrives dans mon bureau, là, tu me dis, Extra Junior, voici mon dossier. Moi, là, pour de vrai, là, c'est parfait dans le sens que tu as déjà sauvé du temps. Là. Tu m'as déjà sauvé du temps, mais moi, je peux commencer dès là parce que tu me donnes ce que j'ai besoin. Parce que moi, comme fiscaliste, j'ai pas tout. Tu arrives avec ton 4 pages, ça m'aide pas. Mais ça m'aide, mais ça, je sais comment l'obtenir. Il faut que j'aille fouiller. Mais si tu as déjà fouillé, là, mais cette partie-là, je le fais pas. Tu sauves d'argent, puis tu viens avec un dossier plus complet. Moi, je peux partir de là, puis ça te coûte moins cher. Fait, dans le sens que c'est un win-win pour tout le monde. Est-ce que toutes les problématiques en fiscalité, dans ce cas-là, peuvent être résolues avec ta formation? Ou, dans le fond, il y a des cas qui sont trop, complexes que même le débuter, ça vaut pas la peine? Non, mais moi, je te dis, ma formation, ça va te permettre au moins de débuter pour obtenir ton dossier fiscal. Okay. Tout le monde peut faire ça. La formation va permettre tout le monde de faire ça. Après, là, quand tu reçois ton dossier fiscal, tu as le rapport de vérification. Là, tu lis le rapport de vérification. Là, le vérificateur de Revenu Québec ou de Revenu Canada explique la situation. Il met des articles de loi. La loi sur l'impôt, tu vois, la loi de l'impôt, c'est épais de même. Là. Fait que, c'est sur Internet, tu peux les regarder, mais tu lis les articles de la loi de l'impôt, c'est du chinois. Là. Ben, excuse-moi, là, mais dans le sens que c'est compliqué. La loi de l'impôt, c'est des chiffres mis en mots. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, c'est pas évident à comprendre. Là. C'est pas évident à comprendre. Puis la loi du Québec, c'est la même chose. Puis la taxe de vente, c'est la même chose. C'est parce que, oui, mais il y a beaucoup de documentation. Moi, le fait que c'est que moi, j'ai une formation qui me permet d'avoir les outils pour m'aider de comprendre ça. Je comprends bien la base de ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une personne qui ferait ma formation à moi va au minimum pouvoir avoir son dossier fiscal là-dedans, qui est le rapport de vérificateur. Une fois que tu lis ça, au moins tu sais, est-ce que je peux le faire moi-même ou pas le faire? Parce que souvent, s'il dit, il manque un document, parfait, ben mon document est là, je vais le trouver. Tu sais, mon document, puis si tu téléphones l'agent, ben quel document qui est? Puis tu t'arranges, puis tu trouves le document, tu peux le contester. Mais si c'est une opinion fiscale compliquée, mais là, bien entendu, ben, je ne vous conseille pas de le faire parce que c'est parce que moi, je n'irais pas faire la plomberie chez moi. Là, dans le sens que je ne connais pas ça. Dans le sens que je ne commencerais pas à ouvrir les murs pour essayer de relier les tuyaux. Je ne le ferais pas. La fiscalité, c'est ça aussi. Tu payes quelqu'un pour le faire. C'est ça, parce que c'est trop complexe. Là, dans le sens. J'ai un cas, je me questionne sur quelque chose, parce que j'ai eu un cas dernièrement, puis c'est pas des gros montants, c'est juste un montant ridicule, genre. Mais, admettons, j'ai comme résolu le problème. Ridicule, tu veux dire quoi par ridicule? C'est quoi un montant ridicule? 86 $. OK, bon. C'était juste, mais tu sais, je reçois une lettre encore là, vous devez ce montant-là. Ouais. Je trouve comme, tu sais, je sais que ces taxes-là, ils viennent, puis ça clochait, parce que je le sais que je les ai payés, puis je sais que c'était pas ça le montant écrit là. Puis là, je suis allé voir mes livres, je suis allé checker mes dépenses, puis tout ça, combien c'était le montant que je devais, puis ça balançait pas ce qu'il m'envoyait. Fait que là, j'ai appelé Revenu Québec, puis il m'a dit non, il faut pas que tu le payes. Ouais. Fait que là,
Puis j'étais prêt à le payer parce que ma date de facturation passait. Puis là, je me suis dit, je me commence à me questionner dans ma tête, c'est-tu Revenu Québec qui fait aussi des erreurs quand il envoie ce type de lettre-là ou c'est que vraiment il n'y a aucun genre, Écoute, aucune barrière puis ils disent que non, ouais. Parce que les autres, si je l'aurais payé, ils ne m'auraient pas remboursé. ouais. Ouais, effectivement, mais tu sais, l'erreur est humaine, dans le sens que, tu sais, il y a une loi qui existe qui dit ça, mais tu sais, c'est monsieur, madame, tout le monde derrière qui analyse ça, qui regarde le dossier de la personne qui t'envoie une cotisation. Souvent, là, c'est peut-être même juste administratif, là, c'est toute une machine qui a décidé ça. C'est pour te dire que, tu sais, l'erreur, tout le monde peut faire des erreurs. Le gouvernement fait des erreurs, le contribuable fait des erreurs, dans le sens que, moi, j'ai déjà vu des dossiers qu'il y a des erreurs, puis on a mis des chiffres, puis une fois que tu grades vraiment, c'était pas ça les chiffres, là, tu sais, ou tu trouves de façon justifiée les chiffres. Parce qu'il y a une chose qui arrive, c'est que le taux fiscal, tu sais, disons, il y a plusieurs façons de vérifier. Une des façons de vérifier, là, c'est pour ça que je parlais tantôt de comptabilité. Une des façons de vérifier, c'est que, disons que tu es un entrepreneur, tu n'as pas tes livres revenus, t'as pas tes livres comptables vraiment en ordre, là, on peut te vérifier par des méthodes alternatives. Les méthodes alternatives, il y a beaucoup de méthodes alternatives. Par exemple, j'aime pas cette action-là. C'est ça. C'est une méthode fictive. C'est qu'on dit, ben, tes livres sont pas clairs. Nous, on va mettre une autre méthode qui est peut-être pas aussi claire que tes livres, mais on va comprendre en général comment ça fonctionne. Yep. Il y a plusieurs façons. Par exemple, il y a la méthode de vérification par avoir net. C'est qu'ils regardent tes actifs, tes passifs, puis ils font un calcul à la fin. Ils disent, ben, tes passifs, actifs, puis ils disent, ben, regarde, toi, tu habites dans une maison qui vaut tel montant. On voit que tu fais ça par année. Tu peux pas habiter là, ça fonctionne pas. Oui, exactement. OK, là, c'est du bon sens. Ça fonctionne pas. Je vois. Mais c'est ça, mais quand tes livres sont pas clairs, là, ça ouvre la porte à ça. Une méthode de vérification alternative. C'est faire en sorte que on peut trouver, parce qu'ils vont dire, ben c'est pas clair, tes livres, c'est pas fiable, on va utiliser notre méthode. Tu veux pas ça? Parce que ça te coûter, la méthode alternative, là, ça te coûter beaucoup plus cher ce que tu dois payer. Puis en plus, ce qui a juste la pénalité pour négligence flagrante. Ça veut dire que puisque tu n'as pas bien fait ta job, on va dire que tu étais négligent. On va dire une pénalité de 50% là-dessus, mon chum. Négligent flagrant. C'est pour ça que je te dis... J'aime le terme. Les livres, c'est pour ça que je te parlais tantôt des registres, là, c'est extrêmement important parce que moi, je vois beaucoup de gens qui ont ça puis ils viennent me voir, je suis comme genre... j'essaie de les aider, mais c'est difficile. Ça fonctionne, mais c'est difficile. C'est comme... Il faut que tu ailles à la guerre, là, dans le sens que... Je ne fais pas un genou avec mon nom en passant. Mais juste dernièrement, comme ça, parce qu'il y a, mettons, dans ces vérifications alternatives, ouais. On dirait que je pourrais percevoir du monde qui font la crypto puis qui ont gagné big time, genre, puis là, soudainement, ils se retrouvent avec des voitures, des maisons, puis comme... T'as pas l'air à faire ça, tu sais. Est-ce que tu pourrais... Comment la crypto vient maintenant? Ouais. C'est quoi le casse-tête derrière ça? Parce que... J'imagine que genre la fiscalité ou les impôts et tout ça sont pas prêts encore pour gérer ce monstre-là. Ben, écoute, où ils commencent. Ben, c'est ça, parce que le crypto, c'est vraiment un peu dans le shadow. C'est pas comme... Parce que je pense que c'est pas évident pour les autorités fiscales à vérifier parce que c'est encore caché, la crypto. C'est pas comme des actions d'entreprise si on cote en bourse. C'est pas compliqué, l'entreprise. Tu sais c'est quelle entreprise, tu peux suivre l'augmentation des actions, comment ça fonctionne. La crypto, là, oui, effectivement, qui détient ça? Pas évident là, de savoir qui détient ça, là, parce que ton chiffre, là, comment tu fais pour déterminer qui détient telle crypto-monnaie? Là? Moi, je ne suis pas un expert en crypto-monnaie. Là. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, les gens qui ont en crypto-monnaie, ben, disons que tu as fait beaucoup d'argent, mais tu peux vouloir t'acheter, j'en pas une Porsche, une belle maison, X endroit. Voilà, on va te dire, ben, moi, je regarde ton rapport d'impôt chaque année, là, tu dis que tu fais comme 20 000 $. Comment ça, tu t'es payé cette maison-là, cette Porsche-là? Ah, je vais te faire une vérification par méthode alternative. Pour savoir, pour me dire, OK, tu as acheté cette maison-là, ça, techniquement, pour avoir ça, tu aurais dû avoir tel salaire. Bang. Puis, tel salaire, tu n'as pas déclaré? Ah, parfait. Je dois mettre une pénalité pour négligence flagrante dessus. Ça, puis... Bang dessus. Puis ils vont juste décider ça basé sur, mettons, la différence à peu près. Oui, ils vont regarder ton niveau de vie, ils vont dire, toi, ce que tu déclares comme revenu, ton niveau de vie, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est même sans savoir que tu as un wallet de crypto. Effectivement, mais là, tu peux le justifier en disant que là, c'est ça, il faut que tu ouvres tes livres. Là. Parce que là, OK, là, je ne veux pas payer, j'ai contesté ça. Ouais. Mais là, ils vont dire, ben ouvre ton wallet de crypto. Et là, ils vont venir chercher. Explique-nous pourquoi tu peux avoir ce niveau de vie-là. Ben là, t'as pas soit que tu payes, soit que tu dis, voici pourquoi j'ai ce niveau de vie-là. Moi, j'ai acheté crypto à tel, puis là, voici combien équivalent. Puis ben, j'ai changé, j'ai transféré de l'argent à mon compte de banque, voici.
Puis, tu sais, quand ils font une vérification par rapport au net comme ça, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ben, dis-nous tous les comptes de banque que tu as. Ben là, dans le fond, si tu as dit, ben, j'ai converti mon crypto en argent comme Sona normal, je sais pas comment on dit, en argent commun. En fiat. Ouais, mais tu sais, tu transfères l'argent dans ton compte de banque. Là. Ouais. Fait que, tu sais, ils vont le voir. Techniquement, ils vont voir, ben, ils vont voir l'argent que tu as transféré dans ton compte de banque. Puis oui, tu peux expliquer ça. Mais là, une fois que tout ça, bien entendu. Tu dois payer des taxes sur ça parce que là, ils savent déjà c'est quoi la valeur réelle de ton portefeuille. C'est ça, parce que dans le fond, quand tu fais ça, c'est sûr que tu ouvres tes livres. Il faut que tu ouvres tes livres. Mais là, ton crypto que tu as acheté à tel. Imagine qu'on peut voir à quel montant tu l'as acheté, combien il vaut aujourd'hui. Ben, si tu le vends, ben, on peut savoir combien de capital que tu fais dessus, puis ainsi de suite. Là. Fait que, évidemment, le gouvernement veut que tu ouvres tes livres puis que tu déclares, mettons, ta crypto. Mais est-ce qu'il va y avoir des cas, est-ce que tu vois, penses-tu à un cas que parce que le gouvernement, parce que tu as accepté d'ouvrir ta crypto, Ouais. le gouvernement, il considère ça que, tu sais quoi, genre, je vois que tu es quelqu'un de responsable, Ouais. puis tu fais ton devoir de citoyen. J'irais pas aussi lourd sur toi, sur le fardeau, contrairement à quelqu'un qui essaie de le cacher. Non, pas. Ou ça va être égal, vraiment, comme, gars, il faut que tu payes ça. Ça va être égal. Parce Ok. que dans le sens que le gouvernement va te dire, là, écoute, là, le gouvernement va te dire, ben, si tu as des cryptos, tu les gardes là, l'augmentation de valeur monte, tu touches pas tout à ça, tu ne sens pas de l'argent en compte de banque, parfait. Un jour, tu vas les vendre, tu vas faire un gain capital, mais tu vas payer de l'impôt. Mais si, disons, à chaque mois, tu dis, ben, je vais avoir une petite partie, mais là, ça veut dire que tu fais un gain capital à chaque fois. Dans le sens qu'il faut qu'on s'assure, parce qu'à chaque fois, si tu ne touches pas du tout, l'augmentation de valeur monte, mais un jour, quand tu vas le vendre, là, c'est là que Éventuellement, tu dois tu vas payer de l'impôt. Mais si tu dis, ben, OK, ben là, c'est le fun, mais mon crypto a augmenté de valeur, je n'ai pas d'autre job, mais il faut que je vive quand même. Tu en vois un petit peu, mais là, c'est à chaque fois un gain capital, mais tu n'as pas le choix. Quand tu reçois un avis de cotisation du gouvernement, soit que tu dis, écoute, j'ai assez d'argent pour le faire parce que mon crypto, j'ai acheté pas cher, puis là, il vaut comme, boum, combien d'argent qu'il vaut, comme, combien de demande de payer, c'est n'importe quoi, je vais payer. Ou soit tu dis, je ne veux pas le payer, mais là, ben, il faut que tu prouves pourquoi tu vas le payer, mais tu ouvres tes livres pour te montrer. Dans le fond, là, tu es juste rendu comme, tu sais quoi, juste paye la tranquillité. Ben, écoute, ça se pourrait, dans le fond, que ça pourrait être une stratégie, dans le sens que si la personne dit, écoute, moi, là, mes cryptos, ils valent, moi, j'achète pas cher, puis là, je suis comme riche comme Crésus. Moi, je sais pas, le 100 000 $, là, payer pour passer à l'autre chose. Ça se pourrait être une stratégie. Puis si pour toi, tu dis que ça vaut la peine parce que tu n'as pas envie, ben, tu as un avis de cotisation, tu dois le payer. Tu le payes, puis tu passes à autre chose. J'aurais une autre question, mais je ne sais même pas si je veux embarquer à ce sujet-là pendant qu'on enregistre. Ouais. Mais, admettons, mais c'est comme, admettons, j'ai ma crypto, puis je la transfère à un holding, puis là, le holding, il y a une valeur, là, il y a une entreprise. Là, comment tu vois ces aspects-là? Puis je veux pas que ça devienne une formation en comment, genre... absolument pas, dans le sens que... système, hein? Ben, tu peux transférer tes cryptos à ton entreprise si tu veux, dans le sens, il n'y a pas de problème pour ça. Là. Je sais que vraiment, dans ces niveaux-là, il y a d'autres règles qui s'appliquent, puis je pense qu'il y a une manière de le balancer. Fond, tu peux transférer des trucs à ton entreprise par roulement fiscal. Dans le fond, ça ne coûte pas d'argent. Dans le fond, ta crypto vaut X montant, tu le transfères à ton entreprise, mais il n'y a pas d'impôt payé là-dessus. Mais un jour, il va y avoir l'impôt payé là-dessus. Mais c'est quand ça va être vendu à un tiers, éventuellement. C'est ça, dans le sens que, tant que ça reste dans ton patrimoine, tu peux t'arranger pour faire en sorte de ne pas payer de l'impôt. Le patrimoine, oui. Ultimement, ben, si tu veux comme, avoir de l'argent pour faire d'autres choses, investir ailleurs, ben, il faut que tu vends ou whatever, dans le sens que tu convertis en je sais pas, dans le sens que, mais ultimement, tu devrais payer de l'impôt. Ben, tu aurais de l'impôt à payer dessus, là, si tu vends, mais tu peux transférer à ton entreprise. C'est intéressant. Mais je pense que, vraiment, il y a déjà une grande courbe d'apprentissage parce que, Puis j'aime ça apprendre des nouvelles choses comme ça parce que j'en ai un peu, mais aussi j'ai d'autres amis qui en ont encore plus. Puis il y a eu ces discussions-là. Puis là, je suis comme, hey, va voir Extra. Peut-être qu'il va pouvoir t'aider beaucoup avec ces questions-là parce que sinon, tu veux le bien-être pour tout le monde, mais je sais qu'il y a des trucs un peu bizarres qui se passent. Peut-être sortir du sujet. Il y a des questions, des trucs que je voudrais voir peut-être avec ton rôle de bâtonnier. On va aller dans plus actualité en ce moment. Ouais. Puis je serais intéressé de voir ton avis sincère, si tu veux, gars. Tout dépendant comment tu veux le sortir. Vas-y, shoot la question. Okay.
T'as vu le scandale qui est arrivé, le scandale. Le Regarde scandale. les influenceurs qui étaient à Tulum. Ouais. J'aime pas- Mais c'était divertissant à lire. Là. Ouais. Faut pas se cacher. Je lisais dernièrement, il y a eu une avocate Ouais. parmi ce groupe-là. Ouais. Puis l'avocate, tu sais, elle a déjà payé son barreau. Ouais. Mais là, le barreau refuse, je pense, de la... Ouais, c'est celui, ouais. Fait que comment tu vois un cas comme ça? Mais écoute, Penses-tu- mais ce gars-là, je dirais que, tu sais, parce que moi j'avais lu des trucs. Moi, je connais pas les idées complètes. J'imagine que c'est le barreau. Je pense que c'est à Québec. Ouais. C'est à Québec, je pense, la mademoiselle, je pense. Mais, On pourrait s'enseigner, je connais mais... pas les faits en général, mais moi, j'ai lu que, bon, je pense que il y aurait eu, la personne aurait été graduée, mais qu'une fois que tu es gradué. Moi, je veux dire, bon, moi, je faisais la sermentation à Montréal comme bâtonnier. Ok? Une fois que tu fais la sermentation, les gens sont là, tu les assermentes. Tu dois transférer, ils doivent signer un serment. Ok? Une fois qu'ils signent le serment, ils doivent transférer une copie au barreau de Montréal. Ou quand on le fait en ligne, quand c'est fait en personne, ben, ils signent 2 copies, on en garde une, c'est parfait. Là. Une fois que c'est fait, ils doivent payer leur cotisation. Fait que, tu sais, nous, disons je sermente quelqu'un en ligne, là, il y a 2 choses qu'ils doivent faire. Ils doivent, me retourner le document qu'ils ont signé. 2, payer. Une fois que tu as fait ces 2-là, ton assermentation est validée. Fait que là, je ne sais pas, dans ce cas précis que tu me dis, moi, j'avais lu comme... Il semblait qu'il manquait certains trucs qui n'avaient pas été faits. C'est pour ça que, tu sais, moi, j'aurais difficulté à dire, bon, qui a raison, qui a tort, parce que, tu sais, j'imagine que le barreau du Québec, ils savent ce qu'ils font, là, tu sais, dans le sens que, dans la situation. Fait que je connais pas le dossier, fait que, tu sais, il y a un comité qui est là, son rôle, c'est d'étudier tous les avocats qui accèdent à la pratique. Il y a un comité qui s'assure qu'ils peuvent être admis à la profession. Là, pourquoi? Moi, je ne connais pas tous les détails du dossier. Dans le sens que c'est vraiment touché de dire comme oui ou non, c'est une bonne décision ou pas une bonne décision. J'en ai aucune idée. Parce que je trouve que ça, un peu plate, puis comme un peu d'injustice, que vraiment, elle perd, tu sais, elle a payé sa carrière, le stress que ça a juste à essayer de se rendre là. Puis finalement, juste pour, on dit une bêtise que personne ne voyait dans ce moment-là, elle est pénalisée pour le reste de sa vie. Tu sais, OK, il y a un côté éthique, j'imagine qu'en droit, vous devez respecter. Est-ce que ça rentre dans l'éthique? Ben écoute, moi, je te dirais, pour être admis au barreau, on transfère, je pense qu'au début, on transfère un certificat de police. Il faut qu'on aille à la police pour trouver un certificat pour dire qu'on... Parce que la bonne mœurs, c'est un avocat. Tu transfères ça au barreau pour dire, regardez-moi, je suis une personne, j'ai pas de classe judiciaire, et ainsi de suite. Là. Fait que là, est-ce que ça rentre là-dedans? Je sais pas. Moi, ce que je te dis par rapport à ça, tu sais, c'est pour ça que je te dis, c'est touché parce que c'est vraiment, il y a un comité qui, leur rôle, là, c'est d'étudier ces questions-là. Moi, le dossier de cette personne en particulier, tu sais, les personnes qui siègent là-dessus connaissent le dossier, connaissent les détails. Souvent, je vais te faire un parallèle avec mon pratique. Souvent, tu sais, il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent, écoute, moi, telle personne a fait ça, moi, je vais faire ça aussi. Je suis comme, hey, écoute, oui, effectivement, c'est la même loi qui s'applique pour toi et lui, mais vous n'êtes pas c'est pas le même fait, là. Fait que c'est pour ça que je te dis, je connais pas les détails du dossier de madame, c'est pour ça que je sais pas pourquoi que c'est comme ça, mais écoute, j'imagine moi, j'ai lu qu'elle semble avoir les très bons arguments, là, la mademoiselle. Donc, parce que c'est comme, tu sais, je comprends le côté éthique derrière ça, le fait quelque chose de stupide, mais après ça, tu sais, il y a le côté humain derrière, comme, vraiment. Tu sais, vraiment, elle devrait être pénalisée aussi loin que ça. Peut-être suspendre ou quelque chose, je sais pas comment ça marche rendu là, mais je dirais pas que j'irais à pénaliser quelqu'un pour le reste de sa carrière, la barrer, puis comme non. Juste parce que tu t'es retrouvé. Ça, c'est question de se retrouver au mauvais moment. Au mauvais temps, au mauvais moment. C'est vraiment bad luck. Là. Moi, je te dis encore, ça, c'est que c'est vraiment une question de détails. Tu sais, les devil's in the details, qu'on dit. Hey. En droit, on apprend que, genre, écoute, lis tes documents. Là. Tu sais, souvent, c'est dans le sens que je connais pas les détails de son document. Je connais pas les détails de sa situation. Je connais pas. Est-ce que tout est règle? Est-ce qu'il y a des problèmes? J'en ai aucune idée. Moi, je lis comme toi ce qui est écrit dans les journaux. Ben, après tu fais une opinion, puis... je fais une opinion basée sur ce que j'ai lu. Est-ce que je connais les détails? Je ne connais pas. Fait que c'est pour ça que... Fait que c'est ça, comme, tu peux pas aller trop loin sur ça. Non, parce que je ne connais pas son affaire. C'est pour ça que... Les avocats, on dit chaud aux clients, je ne connais pas d'autres dossiers. Parce que c'est vraiment touchy, là, dans le sens que j'ai aucune idée. C'est quoi sa situation? Autre que ce que je lis dans le journal, comme tout le monde. Mais c'est comme un cas aussi que mon ami m'a partagé, puis là aussi, c'est comme... Dans les mêmes situations, c'est un avocat qui venait de graduer le barreau, puis après ça, ils ont fait la fête. Puis il a trop fêté,
Puis en sortant de tête du party, il était drunk, il était sous. Ouais. Puis je pense qu'il a brisé une bouteille. Ouais. Puis la police était là, ils l'ont arrêté. Ouais. Puis j'ai oublié c'était quoi, genre, pourquoi t'arrêtes pour ce cas-là, mais il a perdu son titre. Ah ouais? Ouais. Ah ben écoute. Fait que là, tu vois, tu l'éthique, mais le Ouais. humain derrière. Ouais. Non, non, je comprends tout à fait ça par rapport à ce que tu dis. Mais je dis encore, moi, la chose, c'est que, tu sais, c'est les cas comme ça spécifiques, tu sais, quand tu scrutes, tu sais, la seule façon de comprendre vraiment ce qui s'est passé, là, c'est comme les personnes qui siègent, parce que ces personnes-là, pour perdre son autre pratique, là, tu vas passer devant un comité, tu expliques ta situation, puis tu expliques la situation, puis tu fais des arguments, puis l'argumentation inverse pour tout se dit là, tous les faits sont détaillés, puis on sait ce qui se passe. C'est sans avoir connu tous les faits, là. Je veux dire, c'est bizarre parce que j'en ai eu cette personne, pourquoi c'est arrivé? Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Ben, des cas que je me questionne, Ouais. comme ça, voir vraiment quelqu'un avec tes responsabilités, comment tu vois ce genre de situation-là. Mais c'est bon. Regarde, notre podcast s'achève, puis je pense qu'on a appris beaucoup sur toi, sur qui tu es de ton début. J'aime bien voir les liens en commun qu'on a eus ensemble. Aussi, c'est quoi tes rôles, responsabilités. Puis intéressant. J'ai hâte de voir la formation en fiscalité que tu vas préparer. Oui, je travaille là-dessus. Écoute, je travaille là-dessus fort. Là. Il faut que je mette plus de temps. Là, il faut que je mette, là, présentement, je te dirais, je suis en train de me trouver du temps parce que ça va être vraiment intéressant. Souvent, ça va être intéressant pour cette période-ci parce que je pense que les gens les gens doivent transmettre leur impôt. La date limite, c'est le 30 avril. Souvent, après ça, on reçoit un avis de cotisation. Tu peux le transférer avant ou après. Moi, je te dirais, j'espère, milieu mars ou fin mars, pouvoir commencer à faire un peu de pub là-dessus pour que les gens connaissent. Parce que mon entreprise s'appelle La Guerre Fiscale. La Guerre Fiscale. C'est un petit jeu de mots, là, je trouve ça bien drôle. C'est un collègue qui m'a suggéré ce mot-là. Le collègue, il sait c'est qui, là, en plus. Là. Puis tu sais, c'est juste un outil pour aider les gens parce que on comprend que les gens sont toujours un peu intimidés quand ils vont voir des spécialistes, des avocats. Ils disent, ça me coûte la palette. Mais moi, je dis, voici, tu sais, je comprends. Moi, je vais te donner un cours pour t'aider au minimum pour comprendre ce qu'est la situation. Parce qu'à la fin, tu peux comprendre que tu peux le régler toi-même, ta situation. Puis, tu sais, les avocats, on a accès à beaucoup de formations. Pourquoi qu'on ne pourrait pas aussi éduquer la population sur certains actes qu'ils peuvent faire eux-mêmes? Pourquoi on ne le fait pas? Moi, je pense que c'est pour ça que moi, je trouve ça important, c'est de faire en sorte que la formation ne va pas faire en sorte que les gens vont devenir des avocats, mais ils vont pouvoir quand même avoir une certaine base pour au moins comprendre leur situation et peut-être même se défendre eux-mêmes dans des cas moins complexes. On s'entend que ça devient complexe, je ne vous conseille pas de le faire parce que c'est pas une bonne idée. Ouais, tu vas te planter. Mais quand même, il y a certains dossiers, certaines problématiques que je suis sûr que les gens peuvent régler eux-mêmes. Je suis certain que cette formation-là va pouvoir les aider à pouvoir au moins débuter et comprendre leurs problèmes et peut-être même se représenter eux-mêmes. Au moins, je leur explique comment fonctionne la machine. C'est important, ça. Mais c'est très noble de ta part de pouvoir aider. Puis je pense que c'est la meilleure des choses sur l'éducation, surtout en ligne, de pouvoir vraiment donner des ressources qu'on n'avait pas avant dans le temps. Ouais. Puis maintenant, c'est disponible. Parce que aussi, c'est des chiffres de comportement, de marché aussi, comme l'adaptation à la technologie. Puis je trouve que tout ce qui est vraiment dans les droits, je trouve que ça peut être perçu comme une industrie qui dinosaure parfois parce que tout est comme encore, on imprime des papiers, trucs comme ça. Mais là, tu as une solution qui va aider surtout, peut-être influencer d'autres shifts vers le web. Puis on peut déjà le voir avec les robots avocats, les templates de contrats, puis tu as juste à remplir quelques champs, puis toute l'information va être à jour. Mais c'est ça, c'est vrai que la pratique en milieu juridique, on est toujours, notre ancien bâtonnier, qui n'est pas le métier qu'on a, il disait toujours la justice en gras à papier. C'est vrai que le droit change pas. Le droit prend du temps à changer, effectivement. Mais il y a quand même beaucoup de jeunes. Quand on regarde, il y a beaucoup de petites entreprises de jeunes qui ont des nouveaux modèles de pratique pour faire en sorte que ça coûte moins cher aux gens.
Puis c'est bien, puis moi, je pense que les avocats je les encourage à aller dans cette direction-là. Ici, parce qu'avec la technologie qu'on n'avait pas il y a 5 ans, il y a 2 ans, peu importe. Maintenant, on est habitué, tu sais, au Zoom, là, maintenant, il y a 2 ans, je te parlais de Zoom, tu m'aurais ri en pleine face. Maintenant, les gens, écoute, on passe notre journée là-dessus. Puis, tu sais, les gens pourraient, moi, ce que j'offre, c'est que les gens, dans leur confort de leur foyer, je ne sais pas quel jour que ça pourrait donner, tu as une petite formation de 1 heure qui t'explique, tu as un problème avec les autorités fiscales, Revenu Canada, parfait, mon chum, je vais t'aider à au moins te donner des outils pour être moins intimidé et pour comprendre ton problème. Je vais te faire ça au minimum. Puis si, à la fin, avec ce que je t'ai appris, tu trouves que c'est trop complexe, tu as besoin d'avoir un avocat, mais tu vas avoir un avocat pour t'aider. Mais au moins, à la base, tu vas pouvoir au moins débuter. Au moins, tu vas pouvoir prendre contrôle de ton dossier, comprendre c'est quoi ta problématique. Je pense que c'est un minimum à avoir. Puis en plus, je pense pas que je vais charger des coûts quand même très raisonnables. Je pense que c'est très abordable pour les gens. Là. Donc, tant mieux. Ben, ça, c'est un excellent exemple de le pouvoir et le savoir dans les Just Power. All right. C'est bon, ça. That's it. Ouais. Hey, merci Extra d'être venu. LOC Podcast. Pour ceux qui veulent te rejoindre, tu es surtout disponible sur LinkedIn. Je suis disponible sur LinkedIn. Moi, la guerre fiscale, laguerrefiscaliste.ca. Vous me trouvez là facilement. Extra la guerre. Vous allez finir par me trouver à quelque part. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn, Facebook, mon site internet, laguerrefiscaliste.ca. Je suis là et envoyez un courriel, ça me fait plaisir de vous aider. Excellent. Merci beaucoup. Puis j'espère que vous avez appris quelque chose, nos chères audiences. Donc, merci. Merci beaucoup, Ronaldo. Bonne journée. Bonne journée à toi. Ciao et on se voit au prochain podcast.